Je vais vous parler des épidémies et je vais essayer de ne pas trop empiéter sur ce qui a été dit la semaine dernière. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à la conférence la semaine dernière. Et puis, je ne vais pas trop m'étendre sur les sujets qui ont été énumérés par Pascal Ratier et qui vont être développés. Entre les deux, je vais sans doute toucher des choses que vous avez peut-être déjà entendues. Mais le titre Naissance, vie et mort des épidémies, en fait, est une paraphrase d'un titre qui, en fait, était un des titres des cours que Charles Nicolle, qui est le fondateur de l'Institut Pasteur de Tunis, a donné au Collège de France. Et ces mêmes cours ont été repris sous un autre titre, qui est le dessin des maladies infectieuses. Et vous voyez que l'idée ici vient de là. Alors, Charles Nicolle, qui a écrit donc sur les maladies infectieuses, qui a été un visionnaire en termes de maladies infectieuses, puisqu'il a dit, il y a longtemps, dans les années 1930, il y aura toujours de nouvelles maladies et que certaines maladies disparaîtront, mais d'autres naîtront. Il avait aussi tiré des enseignements philosophiques à partir des maladies infectieuses, et pour lui, c'était une leçon de solidarité entre les hommes, parce que les hommes sont frères et solidaires en ce qui concerne les maladies infectieuses. On l'a vu avec le SRAS, on en reparlera plus tard. Et il dit que nous sommes frères parce qu'en fait, c'est le même danger qui nous menace. Et on est solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Et puis, ce qui est intéressant dans ce même paragraphe, il ajoute que nous sommes aussi, à ce point de vue, solidaires des animaux, surtout des bêtes domestiques, parce que les animaux portent souvent les germes de nos infections. Et vous verrez, tout au cours de ce cycle, vous apprécierez cette hauteur de vue de Charles Nicolle. Alors Charles Nicolle, bien sûr, était dans la tradition pastorienne, et il a dit de Louis Pasteur qu'il était venu, tel Prométhée, porter la lumière dans nos ténèbres et l'ordre dans le chaos. Oui, avec la démonstration que la génération spontanée n'existe pas, avec la démonstration que lorsqu'il y a des fermentations, eh bien que ça ne venait pas de rien et qu'il y avait forcément des germes préexistants et que ceux qui existaient étaient les descendants des autres, eh bien les travaux de Pasteur ont démontré donc, que les maladies infectieuses étaient dues à des organismes vivants microscopiques contenus dans l'eau ou dans l'air. Et cette contribution très importante sur le plan conceptuel a été véritablement géniale de la part de Louis Pasteur. Et c'est le début de la vraie microbiologie. Et Charles Nicolle va encore plus loin, puisque en se basant sur les travaux de Pasteur, il rappelle toujours dans ce même livre que si les maladies infectieuses sont diverses, c'est qu'en fait leur diversité résulte des agents pathogènes qui les causent et de la manière de faire de ces différents agents. Donc vous voyez que nous sommes là dans une tradition et que en fait nous constatons tous les jours ces grandes idées qui datent de la fin du XIXe siècle. Alors j'aurais pu commencer par une définition du dictionnaire pour les épidémies. Il faut dire les épidémies, voilà ce que dit le Robert, ou voilà ce que dit le Larousse. J'ai préféré prendre des caractères qui vont nous indiquer ce qu'est une épidémie. D'abord, lorsqu'on parle d'épidémie, on est là dans le cadre des maladies transmissibles, et ces maladies transmissibles vont en fait se manifester par des personnes malades, par des cas. Et ces cas, on va en apprécier le nombre, on va en apprécier la fréquence, et on va aussi en apprécier la répartition et l'évolution dans l'espace. Et c'est ça qui va nous donner l'idée de ce qu'est une forme épidémiologique, l'épidémie en étant une. Alors, juste un peu pour certains termes, ça va être trop scolaire quand même, mais c'est intéressant de peut-être définir des termes que je vais utiliser par la suite. L'incidence, c'est le nombre de cas nouveaux par unité de temps, alors que la prévalence, c'est le nombre de cas totaux par unité de temps ou à un moment donné. Donc c'est deux choses un petit peu différentes, mais qui peuvent, en fonction des caractères chroniques ou aigus des maladies, se recouvrir plus ou moins. Et puis, ce qui serait... D'accord. D'accord, la prévalence, c'est le nombre total. D'accord, l'incidence, c'est le nombre des cas nouveaux et la prévalence, c'est le nombre des cas totaux. D'accord, et ça donne des informations très différentes sur la dynamique du phénomène épidémiologique. Ce qui va nous donner aussi la notion de l'épidémie, de ce qu'est une épidémie, c'est en fait l'analyse de la répartition géographique globale des cas, géographique locale, et puis la progression du nombre de ce cas. Est-ce que ça augmente, est-ce que c'est stable, ou est-ce qu'il n'y en a plus? Et
comme vous le voyez sur cette diapositive, en fait, la forme épidémique est une des formes épidémiologiques, mais d'autres types épidémiologiques existent. Et en fait, le cas le moins évident, qui est quelquefois difficile à détecter, ce sont les cas sporadiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un cas par ici, un cas par là, ou alors un cas par ici, un cas par là dans le temps. L'endémie, c'est, on pourrait dire, une forme évoluée de l'épidémie, c'est lorsque, eh bien, on a une circulation avec un certain nombre de cas à peu près constants tout le temps dans une région donnée. Et puis l'épidémie, c'est vraiment une concentration du nombre de cas, et certaines épidémies sont très nettes, hein. On verra pour la grippe la semaine prochaine, avec un pic franc. On peut aussi avoir des épidémies un peu plus évolutives, et ça, vous verrez ça également avec la pandémie de sida. Et puis on a aussi, on va voir des exemples, des cycles endémiques, épidémiques. Et puis à la fin, on verra, c'est un vieux mot qui est plus beaucoup employé maintenant, qui est assez abandonné par les anglo-saxons, mais qui, à mon avis, regroupe un concept très particulier qui est l'anadémie. J'y reviendrai à la fin. Alors donc voilà, l'épidémie, c'est un nombre de cas élevé, une propagation de l'agent pathogène et surtout la notion de progression géométrique du nombre de cas. Et ces épidémies peuvent se découper en phases qu'on va voir tout de suite. Quelle que soit l'épidémie, on peut la diviser en 4 grandes phases. Vous avez une phase très importante pour l'action, et vous aurez des conférences notamment sur comment lutter contre ces maladies infectieuses avec la surveillance. Une phase très importante, c'est l'introduction. Et l'introduction, c'est quoi? C'est l'introduction dans un milieu indemne d'un virus ou d'une bactérie d'ailleurs nouvelle, souvent pour l'homme à partir d'un réservoir animal. On va en voir un certain nombre d'exemples. Et puis cette introduction va d'abord se caractériser par des cas sporadiques. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la première forme épidémiologique. Ça peut être aussi la première phase d'une épidémie. Vous allez avoir un cas par-ci, un cas par-là. Et puis, vous allez au fur et à mesure avoir une première diffusion de ces cas, de ce nouveau agent pathogène, et vous allez pouvoir constater plusieurs foyers secondaires qui vont en fait s'étendre soit au sein d'une zone géographique, soit d'une zone géographique à une autre par contiguïté, et on l'a bien vu pour le SRAS, à distance par les avions et les bateaux. Et puis tout d'un coup, c'est un petit peu comme l'image de la mayonnaise qui prend. Tous ces foyers, tous ces cas vont tout d'un coup s'amplifier, et on rentre dans la phase d'amplification où là on va avoir véritablement une progression géométrique du nombre de cas, on va avoir une explosion du nombre de cas, et c'est là ce qu'on voit d'une épidémie et ce qui est intuitivement ce que l'on peut percevoir comme une épidémie. Et puis à ce moment-là, vous allez avoir un cas index ici en rouge qui va pouvoir infecter tous les cas sensibles qui sont autour de lui, puisque la population, par définition, dans notre schéma, est naïve vis-à-vis de ce nouveau virus. Et puis à un moment donné, pour plusieurs raisons, mais une des raisons et souvent celle-ci, on va arriver à la phase de régression, c'est un peu ce que Charles Nichols pourrait appeler la mort de l'épidémie, parce que tous les sujets qui ont été infectés soit sont morts, soit deviennent immuns, au moins pour un certain temps, et donc le virus ne peut plus circuler véritablement, et donc c'est la fin des épidémies. Alors voilà un petit peu comment on peut représenter la phase d'introduction. Ici, un virus ou une bactérie qui est complètement étrangère à notre espèce, et puis elle est introduite chez l'homme, et là, elle entre dans un cycle où l'homme se transmet à l'homme. C'est la fameuse transmission interhumaine dont on parlera peut-être beaucoup la semaine prochaine à propos de la grippe aviaire. Alors, tous les agents infectieux n'ont pas le même pouvoir de transmissibilité, on va dire. Au moment de la phase épidémique, de la phase d'amplification, on va déterminer ce qu'on appelle le taux de reproduction de base d'une maladie. Ce taux de reproduction de base qu'on note R0, ça veut dire en dehors de tout autre facteur, immunité de la population. Là, on se place dans un cas où la population n'est pas immune, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Et où c'est une partie de la population, hein, on va voir. Et qu'est-ce que ça donne pour les différentes maladies? En bleu, vous avez les maladies virales, et en rouge, orangé, vous avez les maladies bactériennes. Alors, je crois que les deux champions de la transmissibilité
c'est d'une part pour les virus, le virus de la rougeole. Vous savez, les médecins disaient avant que la rougeole traversait les murs, tellement c'était contagieux. C'est pas tout à fait vrai, mais dans l'idée, ça dit bien ce que ça veut dire, avant même qu'on puisse calculer ces taux. Alors 12-18, ça veut dire quoi? 12-18, ça veut dire que, eh bien, un cas infecté de rougeole génère 18 infectés. Et alors là, c'est une maladie bactérielle qui est due à une bactérie, une bordételle, c'est la coqueluche. Ensuite, vous avez des virus et des bactéries qui ont des pouvoirs de contagion qui sont plus faibles, qui sont intermédiaires. C'est le cas de la variole, de la polio et de la diphtérie pour les maladies bactériennes. Et puis, vous observez ici deux cas d'infection virale où finalement les virus n'ont pas un taux de transmission très très important. Ils ne font pas un infecté, il ne fait pas beaucoup d'infectés. Mais là, on va avoir des caractères qui vont être différents et qui vont permettre au virus de pouvoir se perpétuer. Dans le cas du virus du sida, c'est quand même une maladie qui devient, au bout d'un certain temps, après la première phase, je dirais ça la semaine prochaine, qui devient chronique. Et le SRAS, heureusement, on estime entre 2 et 4, environ à 2,2 taux de reproduction. Et je pense que ça nous a bien aidé pour lutter contre cette épidémie l'année dernière. Et donc, c'est un caractère très très important de description des épidémies. Alors, la fin de l'épidémie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand, eh bien, après avoir été infectés, les individus deviennent immuns, on construit une protection et le nombre de sensibles eh bien, devient très peu important et ça interrompt la chaîne de transmission. Ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure où chaque individu va acquérir son immunité individuelle, eh bien, la population va se construire ce qu'on appelle une immunité de troupeau. Et c'est important parce que c'est au niveau de la population qu'il va falloir juger d'une épidémie. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'une épidémie peut revenir? Eh bien, je vous ai présenté ici des petites étoiles plus petites que les autres. Imaginons que vous avez une épidémie de rougeole, on va dire, et puis, voilà, le virus est passé, la population devient immune parce que pratiquement tout le monde a été infecté, et le virus ne va pas recirculer, c'est un virus qui varie peu. Et donc, en fait, il ne va pas pouvoir recauser des épidémies. Sauf que, entre-temps, il y a des enfants qui vont naître. Ces enfants qui vont naître vont, au bout d'un certain temps, perdre l'immunité que leur mère leur aura transmise. Et ça va générer, comme ça, une sous-population qui est une sous-population de personnes sensibles. Et cette population de personnes sensibles, typiquement, sera la population qui va être la cible de l'épidémie de rougeole. Et c'est ainsi que l'on peut décrire le retour récurrentes d'épidémies qui sont des épidémies qui vont là attaquer une sous-population et c'est typiquement les maladies infantiles. Alors, on peut avoir aussi une autre raison pour laquelle le virus va revenir. Alors, il y a toujours, bien sûr, cette sous-population d'enfants qui, au fur et à mesure du temps, va se constituer pour toujours donner un réservoir de population sensible. Qui va être sensible, bien sûr, si on ne fait pas quelque chose pour les rendre humains, par la vaccination, par exemple. Alors voilà un autre schéma. C'est un schéma général qui, en fait, est tiré de la grippe, mais ici, qui est tout à fait général. Nous avons ici une épidémie initiale qui, généralement, correspond à l'introduction d'un nouveau germe, mais donc d'une population complètement naïve, et le taux et la proportion de population atteinte va être importante. On va avoir ici une incidence très importante à un moment donné. Et puis, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'au fur et à mesure que les individus d'infectés deviendront convalescents, ces individus vont fabriquer leurs anticorps, vont fabriquer leurs réponses cellulaires, vont pouvoir se défendre. Et donc, ici, vous avez le niveau moyen d'anticorps dans la population. Et ce niveau, bien sûr, va augmenter au fur et à mesure où les infectés deviendront convalescents. Et vous allez avoir ici un niveau d'immunité qui va être relativement élevé et qui va faire qu'en fait, le virus aura du mal à passer. Et puis là, vous allez avoir deux phénomènes qui vont pouvoir se conjuguer.
d'une part ici une diminution du niveau des anticorps globaux qui vont bien sûr dans toute la population diminuer avec le temps. Aussi, dans l'immunité globale de la population, l'arrivée d'enfants va diminuer cette immunité, donc globalement pour la population. Et puis il y avoir un autre phénomène pour certains virus. Vous avez des virus qui sont capables de se transformer, qui vont par des accidents génétiques, des mutations, des recombinaisons, des réassortiments, on verra ça la semaine prochaine pour la grippe, eh bien, vont arriver à modifier un petit peu leur aspect antigénique, ce que Charles-Nicolle appelait leur mosaïque de pouvoir. Et le virus va être un petit peu différent de celui qui a suscité les protections. Et donc on va avoir ici une protection croisée. Et c'est au moment où l'immunité de la population globale baisse, ça fait chier un petit peu, qu'un virus, pas nouveau, mais un petit peu différent, va pouvoir revenir causer une épidémie. Et on peut avoir comme ça des épidémies qui reviennent à intervalles réguliers, avec une immunité globale de la population qui va osciller, mais qui globalement a tendance à augmenter. Alors, là, une loi il y a eu beaucoup de travaux qui ont été précis sur cette question, mais Charles-Nicolle a quand même énoncé une loi très importante. C'est que, et on s'en sert, vous verrez, pour un certain nombre de luttes efficaces contre les maladies infectieuses, c'est qu'une épidémie ou une épizootie, alors tout ce que je vous ai dit là, c'est vrai aussi pour les animaux, une épizootie, c'est une épidémie chez les animaux. Et alors, une épidémie ou une épizootie ne peut se propager dans une population dès lors que 70 à 80% des individus sont immunisés. C'est l'immunité de troupeau. Il y a un moment où on fabrique une telle protection que c'est un mur à l'infection. Et là, l'épidémie va s'arrêter. Donc ça, c'est le schéma. Alors, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors voilà, c'est un modèle mathématique. C'est un modèle du sensible, infectieux et convalescent, ou CIR en anglais. Et dans ce modèle, après l'introduction d'un virus, eh bien, on retrouve un petit peu ce que je vous ai montré sur le précédent. C'est-à-dire qu'on va avoir des épidémies qui vont revenir à intervalles réguliers. Et au bout d'un moment, à cause de tout ce que je viens de vous raconter, eh bien, on va avoir un tassement de l'importance de ces épidémies pour que finalement, si on ne fait rien d'autre, eh bien, elles reviennent à intervalles plus ou moins réguliers avec des tailles à peu près comparables et qu'on n'a plus des oscillations aussi importantes dans les épidémies. Alors on voit par exemple, c'est classiquement les épidémies ici, c'est des épidémies des virus qui causent les bronchiolites chez les enfants qui reviennent tous les ans au même moment. Le pic au nord de la France se situe aux environs de la fin décembre et du début janvier. Et il y a des variations en intensité chaque année, mais grosso modo, on est à peu près dans les mêmes valeurs. Et c'est un virus qui cause assez peu de surprises. Alors, la semaine dernière, vous avez peut-être entendu parler des émergents. Je suis désolé, la lecture n'est pas très facile en blanc sur fond bleu. Je suis désolé. C'est une liste que j'ai prise sur le site du Pacifique Ouest, de la région Pacifique Ouest de l'OMS, qui liste eh bien, tous les virus qui ont émergé depuis 1973. Vous voyez que la liste n'est pas mince. Alors, il y a des émergences qu'on pourrait dire de connaissance. Hein, c'est le cas de l'hépatite C. C'est un virus qui était là depuis plusieurs dizaines d'années, mais faisait partie d'un complexe qu'on appelait non annobé, parce qu'on n'avait pas découvert le virus. Et puis, il y a eu des vraies émergences. Et si vous regardez le bas du tableau ici, si vous avez de bons yeux, eh bien, les virus qui sont listés ici eh bien, sont pratiquement tous des virus respiratoires. Et ça, c'est une pathologie qui est très importante, qui a de plus en plus de poids en termes de fardeau pour les santé des populations. Alors bien sûr, hein, dans ces virus respiratoires, le coronavirus du SRAS, mais également des virus grippaux qui attendent au coin du bois pour voir s'ils ne peuvent pas créer la prochaine pandémie. Ça sera la semaine prochaine. Alors, ces virus émergent, et je sais que la semaine dernière, vous en avez un peu entendu parler, à l'occasion de facteurs qui sont réunis. Et en fait, pour qu'une émergence existe, que ce soit un virus ou une bactérie, eh bien, là c'est le cas des virus, il faut qu'il y ait au moins 4 types de facteurs qui soient rencontrés, des facteurs virologiques, des facteurs écologiques, des facteurs zootechniques ou agropastoraux. Vous savez bien que donner de la farine animale à des bovins, ça peut engendrer des
des maladies qui peuvent se transmettre à l'homme, même si ce n'est pas ni viral ni bactérien, vous voyez à quoi je peux penser. Et puis des facteurs que je dirais démographiques, c'est la population humaine, et puis on devrait rajouter ici aussi socio-culturel, parce que tout ça est aussi très important pour la genèse des épidémies. Alors bien sûr, en tant que microbiologiste, en tant que virologiste, ce qui je trouve intéressant, et j'en reparlerai à la fin si j'ai le temps, ce sont les facteurs virologiques. Comment les virus vont pouvoir évoluer pour pouvoir passer chez l'homme et comment ils vont pouvoir évoluer pour améliorer leur transmissibilité. Si un virus est au-dessous de R, si son R0 est au-dessous de 1, l'épidémie ne se passe pas. Et donc le virus doit quand même avoir une bonne transmissibilité entre individus pour que la chaîne épidémique interhumaine existe. Alors les facteurs virologiques, on va les trouver dans la plasticité génétique des virus. En fait, c'est dû au potentiel des virus à avoir des accidents génétiques qui vont quelquefois être délétères pour eux, mais quelquefois vont aussi être utiles pour eux parce qu'ils vont permettre de changer de fonction, ils vont permettre de changer d'antigénicité, ils vont permettre d'échapper à la protection qui existe contre eux dans les populations. Alors, grande diversité. Certains ont un spectre d'autres très large. Et puis, la taille des populations virales aussi, c'est important. Dans tous ces accidents génétiques, ce qui compte, ce sont des probabilités. Et vous avez des événements qui sont peu probables. Mais si votre population virale augmente pour différentes raisons, eh bien, vous allez multiplier vos probabilités et au bout d'un moment, ce qui est peu probable deviendra possible. Et ça, c'est vraiment lié à un facteur risque très important qui est la taille des populations hautes. Je vais l'illustrer. Alors les facteurs virologiques, je vais peut-être passer sur cette diapositive. On va aller directement à qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre les épidémies. Vous allez voir dans les différents exemples que je vais vous donner. Eh bien, très important, il ne faut pas l'oublier, il y a l'hygiène individuelle et collective. On peut adopter aussi d'autres mesures sanitaires. Vous verrez pour le SRAS, par exemple, que par exemple diminuer les possibilités de contact avec des ports de masque, de blouse, etc. Ça, c'est plus de l'hygiène individuelle ni collective, c'est de la protection dans un environnement particulier. Également, la diminution des voyages, enfin, vous voyez ce que je veux dire par autres mesures sanitaires. Bien sûr, la vaccination. Et puis, on peut aussi réfléchir lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on construit un barrage, lorsqu'on aménage des marchés d'animaux vivants, lorsqu'on décide de faire de l'élevage d'espèces sauvages d'animaux, eh bien, de réfléchir à l'impact microbiologique que ça a et l'impact en termes d'émergence possible que ça peut avoir. Ça sera intéressant peut-être d'avoir ce type d'études d'impact également menées. Alors maintenant, on va rentrer dans des exemples concrets de toute cette théorie que je viens de vous faire. Et dans la première partie des exemples, je vais illustrer par des maladies infectieuses à potentiel épidémique à transmission directe. Transmission directe, ça veut dire des transmissions homme à homme sans intermédiaire. Alors, je vais prendre l'exemple de la rougeole. Je trouve que c'est un très joli exemple. Vous voyez ici, c'est la représentation des peintures rupestres de la grotte de Lascaux, qui ont été peintes environ moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, eh bien, l'homme avait des contacts avec les chevaux, avec des bovins qui étaient ceux du chasseur. Il y a un contact furtif qui, en fait, n'exposait pas à beaucoup de contacts entre ces différentes populations animales et l'homme. Et puis, dans cette période, ici en orange, qui correspond au néolithique, au moment où l'homme de chasseur, devient dans certains endroits un éleveur, de cueilleur, dans certains endroits devient cultivateur, eh bien la sédentarisation va s'accompagner de la domestication d'un certain nombre d'espèces, notamment des bovins. Et c'est à ce moment-là que l'on date l'introduction de la rougeole. Alors si l'on regarde l'évolution de la population mondiale, je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie théorique, ce qui va compter, c'est la taille possible de la population virale. Et la taille possible de la population virale, c'est la taille possible des hôtes. Et donc ici, on va prendre les hommes. Et sur cette diapositive, ce que vous pouvez voir ici, ce sont les années en moins par rapport à l'année 0, en milliers, moins 6000 par exemple. Et vous observez ici qu'à ce moment-là, on avait, au moment des néolithiques, une augmentation très importante de la population humaine. Alors, comment a-t-on l'idée que le virus
de la rougeole. Je suis désolé, cette diapositive est en anglais, je n'ai pas pu refaire l'arbre phylogénétique pour vous. Eh bien, sur des arguments virologiques. Ici, les microbiologistes aiment beaucoup faire des arbres généalogiques. Ils prennent leurs virus et puis ils regardent un peu la relation que ces virus ont entre eux. Alors là, on a pris des morbillivirus, donc c'est le groupe qui contient le virus de la rougeole. C'est un genre qui contient le virus de la rougeole. Puis on a pris des virus qui sont du même genre et qui appartiennent à des espèces différentes. Et on a dit, avec des programmes de comparaison, de dire voilà, on a la séquence génétique d'une des protéines extérieures à ce virus, qui s'appelle la protéine F. Et bien, on va regarder quelle est la parenté de ces virus. Et on reconstruit un arbre qui décrit le présent du virus. Et cet arbre, en fait, place ici le dauphin, ici le phoque, le chien, les bovins et les petits ruminants. Et puis ici, des virus qui permettent d'orienter cet arbre. Maintenant, si on regarde avec la rougeole ici, Measles, c'est la rougeole. Si l'on compare maintenant à cet arbre, qui est un arbre zoologique, qui va lui donner la parenté entre les différents ordres de mammifères, eh bien, si on a de bons yeux, on peut voir ici les carnivores, on peut voir ici les artiodactyles, c'est-à-dire les animaux à pieds fourchus, et ici les cétacés. Vous savez, les cétacés, en gros, c'est des vaches qui sont retournées à l'eau, en gros, pour être bref. Et si on compare ce qu'on appelle la topologie, comment ces différentes espèces sont arrangées zoologiquement, eh bien, on retrouve la même topologie sur cette structure virale qui appartient à différents virus de différentes espèces. Et il y a un intrus qui n'est pas à sa place, c'est le virus de la rougeole. Eh bien, en fait, ce virus de la rougeole, il a été transmis sans doute à l'homme, et l'homme se trouve à une position qui ne reflète pas sa position zoologique. Et c'est un des arguments pour dire que ce virus a été introduit au moment de la domestication. L'autre argument, c'est que c'est un virus qui est extrêmement proche, mais différent bien sûr, hein, puisqu'il a évolué avec le temps, de la peste bovine. Alors, ce virus de la rougeole donc, a été introduit au moment de la domestication. La domestication a commencé vraisemblablement dans les plaines de l'Irak, ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et il était en fait, donc on a vu entre à peu près moins 5000 avant Jésus-Christ. La colonisation d'Amérique du Sud a eu lieu environ à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui la place à un moment antérieur à l'émergence de la rougeole chez l'homme. Et donc, c'est une des explications, c'est que eh bien, l'Amérique du Sud était exempte de rougeole jusqu'au moment, en 1517, où les premiers Espagnols arrivent dans le Yucatan et là arrivent avec leurs maladies comme la variole et la rougeole. Et c'est de nouveau à un moment où les activités humaines conduisent à de nouveau une augmentation de la population humaine globale, à de nouvelles activités, que la rougeole conquiert de nouveaux territoires. Alors, où en sommes-nous maintenant? Bien sûr, la rougeole peut être combattue par un vaccin efficace. Ce vaccin efficace est utilisé pour essayer d'éliminer la maladie. Et vous savez que la rougeole est une des maladies qui est prévue pour l'élimination, avec des situations qui sont relativement favorables. C'est la situation des Amériques en général. Des situations moins favorables que l'on trouve en Afrique, comme vous pouvez le voir, plus c'est rouge et plus il y a de cas. Des situations qui pourraient être beaucoup bien meilleures en France, et on va voir pourquoi. Et puis, quand même une amélioration de la situation globale. Mais pourquoi a-t-on toujours des cas de rougeole? Parce que on est quand même ici dans une situation assez favorable. Le virus s'est complètement humanisé depuis le néolithique. Il est complètement humain. Et donc, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure de façon théorique, un cycle intraspécifique. L'homme affecte l'homme, qui affecte l'homme, qui affecte l'homme. Il n'y a pas de réservoir animal, il n'y a rien du tout. Et donc, ça devrait être assez facile. D'autant plus qu'on a ici un vaccin efficace. Voici des données aux États-Unis entre 1950 et l'an 2000, avec l'arrivée du vaccin sur le marché américain. Et vous voyez ici un effondrement du nombre de cas de rougeole qui est très spectaculaire. Donc vous voyez que les vaccins peuvent être extrêmement efficaces pour lutter contre une maladie. Le problème, c'est que si vous voulez faire reculer le virus jusqu'à arriver à éliminer la maladie et à éradiquer le virus, il faut que vous ayez globalement une immunité de population qui soit au-delà, on a vu, des 70 à 80%, c'est la loi de Charles-Nichols. Mais même
votre vaccin, parce que vous n'allez pas arriver à vacciner tout le monde, votre vaccin, il doit arriver à protéger, quand vous l'utilisez, à 95%. Et alors, ici, c'est le pourcentage de séronégatifs en fonction des tranches d'âge. Et ceux qui sont des séronégatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'anticorps contre le virus, c'est-à-dire que le vaccin n'a pas été administré. Et vous voyez qu'on est, par rapport aux objectifs de la région euro de l'OMS, qui dit que, par exemple, que chez les adultes, on doit être à 5%, donc 95% doivent avoir des anticorps, eh bien, on est au-dessus. Et ça, ce sont des données françaises. C'est une étude de l'Institut national de veille sanitaire qui a été publiée. Vous avez les références ici pour ceux que ça intéresse. Alors, ici, vous voyez, on est au-dessus du taux où on devrait être pour que la maladie soit éliminée de notre pays. Il y a encore des cas de rougeole en France. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les cas de rougeole maintenant sont dus à une proportion croissante ici. C'est la proportion ici des cas de rougeole qui sont déclarés chez des enfants, chez des personnes de plus de 10 ans. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, eh bien, l'immunité fléchit et il est prévu dans certaines maladies, comme la coqueluche, comme la rougeole, de faire une revaccination de l'adolescent. C'est quand même intéressant parce que ici, ce sont des données de l'OMS qui représentent ici la proportion des morts évitables. Et vous voyez que le vaccin contre la rougeole et le vaccin contre la coqueluche représentent à eux deux une majorité des morts évitées par la vaccination. Alors, on vient de parcourir un petit peu les critères qui sont les critères de l'éradication. Il faut que ce soit un virus humain sans réservoir, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vacciner les réservoirs animal sauvage, par exemple. Il faut disposer d'un vaccin efficace qui, lorsqu'on l'utilise, marche, on peut dire, à au moins 95%. Et ce vaccin, il faut que vous ayez une bonne couverture, c'est la loi de Charles-Nicolle, dans la population générale, pour pouvoir espérer l'éradication. Tous les virus qui ne regroupent pas ces critères, eh bien, ne sont pas éradicables. La rougeole les recoupe, elle doit être éradiquée, elle peut être éradiquée, donc il faut qu'elle le soit. Alors, le grand succès de l'OMS, eh bien, vous le savez, pour ceux d'autant plus qui étaient là la semaine dernière, c'est l'éradication de la variole. 1967, l'OMS lance la campagne d'éradication de la variole due à un virus qui partage exactement les critères que je viens d'énoncer pour la rougeole. Et à ce moment-là, elle pouvait toucher jusqu'à 15 millions de personnes dans le monde, provoquer plus de 2 millions de décès, et certains restaient aveugles pour le restant de leur jour. 13 ans plus tard, l'OMS a certifié que cette maladie avait été éradiquée, et les estimations est que si on ne l'avait pas éradiquée, il y aurait 350 personnes de plus, depuis lors, qui auraient été atteintes de cette maladie horrible, et 40 millions de personnes en seraient mortes. Donc vous voyez que cette éradication a été quand même un bienfait, et il n'y a plus que 2 endroits où il reste du virus, c'est à Novosibirsk en Russie et aux États-Unis. Alors, voilà le cirque de la variole, je vous ai dit, ce sont les 3 critères, je vais passer rapidement, qui sont remplis par cette maladie. Alors ensuite, si on prend les autres fléaux de l'humanité qui sont dus à des virus qui partagent ces critères, eh bien, le prochain sur la liste, c'est le virus de la poliomyélite. C'est un petit virus qui est causé par trois types différents. Un petit virus résistant qui passe, souvent par cyclorophécal, qui peut aussi être dans l'eau. Et vous voyez, 8 ans après l'éradication de la variole, l'OMS a dit on va s'attaquer à la poliomyélite. Au moment où ça a été lancé, il y avait plus de 350 000 personnes réparties dans 125 pays qui étaient atteintes de cette maladie, dont vous avez tous peut-être en mémoire les dégâts. Alors la situation s'est améliorée depuis 1988. Ici, la liste des pays où des infections à polio sauvage ont été détectées. Vous voyez qu'on n'est plus dans l'ordre de 350 000, mais dans l'ordre de 2000, et que là, on a même descendu d'un facteur 10 en 3 ans. Malheureusement, il y a encore des petites épidémies, des foyers épidémiques, notamment en ce moment au Soudan, qui sont des poches qui vont rendre l'éradication un peu plus difficile, un peu plus longue, et je crois qu'on a donné quelques années de plus pour l'éradication qui était prévue en 2005. Enfin, au moins, on commence d'abord par l'élimination de la maladie.
Alors, pour le vaccin, pour la polio, il y a deux types de vaccins. Vaccin injectable et le vaccin oral. Des vaccins qui sont extrêmement efficaces. La couverture globale de la population est bonne. Et là, je vous ai mis un exemple. En 2000, il y a 550 millions d'enfants qui ont été vaccinés au cours de journées nationales de vaccination dans 82 pays. Ça s'appelle les opérations coup de poing. Et là, pour s'assurer que l'immunité est quand même... la couverture vaccinale est bonne. Et donc, cette campagne est en cours. On peut croiser les doigts pour que ça réussisse. Alors... on a donc ces grandes épidémies contre lesquelles on a pu lutter par un vaccin, par leurs caractéristiques de transmission directe. Et il y a d'autres maladies qui sont plus récentes. Et qui causent des épidémies que j'appelais auto-limitées. Les épidémies de variole, vous avez vu les chiffres que je vous ai énoncés, des chiffres très, très importants. Pour Ebola, ce n'est pas la même chose. Donc Ebola est dû à un filovirus. Qui est un virus enveloppé, un virus ARN. Beaucoup de ces virus sont d'ailleurs des virus enveloppés ARN dont je viens de parler. Il existe quatre sous-types. Et en fait, la première apparition de ce virus, c'est 1976. Je dirais à la frontière du Zaïre, la République démocratique du Congo maintenant, et du Soudan. Son réservoir n'est pas connu. On sait qu'il y a un réservoir animal, mais on ne sait pas lequel il est. On sait que ce réservoir est dans la forêt équatoriale humide. Et lorsque l'homme est infecté, c'est assez terrible, puisque le taux de létalité, c'est le nombre de morts sur le nombre d'infectés, c'est entre la moitié et 90%. La transmission se fait par un contact direct avec des fluides contaminés de la personne, mais il faut quand même un contact relativement proche. Et ce sont des maladies, lorsque la maladie est arrivée dans un village, eh bien, les gens n'ont pas besoin de faire venir des experts pour constater ce qui se passe et prennent vite des mesures. Et souvent, lorsque l'aide internationale arrive, l'épidémie est déjà en phase de régression parce que, eh bien, il y a des mesures qui font que la transmission n'est plus possible. Donc, lorsqu'on regarde les chiffres sur la prochaine diapositive, c'est un petit peu petit, pas trop, non, en fait. Et les chiffres, vous voyez, sont de l'ordre de 300 cas, dont 250 décès, 284 cas, dont 150 décès. C'est la liste des épidémies d'Ebola depuis la description du virus en 1976, avec curieusement une disparition du virus, enfin des épidémies pendant pratiquement 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y a plus d'épidémie. Et ça a réapparu au début des années 90, après avoir sévi, vous voyez, au début des années 80. Donc ce sont des épidémies qui, tant que les virus conservent leur impossibilité à se transmettre autrement que par des contacts étroits, tant que le virus a une létalité aussi forte, qui fait que la maladie est tellement patente qu'elle fait peur et qu'il y a des réactions qui font que les personnes se protègent, eh bien, on constate des épidémies qui se limitent d'elles-mêmes sans le recours à un vaccin. Alors maintenant, on va passer dans d'autres types de maladies infectieuses à potentiel épidémique à transmission vectorielle. Et j'en ai pris un exemple qui est la fièvre jaune. La fièvre jaune est due à un flavivirus. C'est une fièvre qui peut avoir des formes hémorragiques, qui affecte quand même tous les ans un certain nombre de personnes dans le monde. Vous voyez ici l'estimation de 200 000 avec 30 000 décès dans le monde. Et c'est le premier virus humain qui a été décrit. Et il existe 3 cycles épidémiologiques, c'est assez intéressant pour la fièvre jaune. Vous avez le cycle forestier ou selvatique, je vais vous expliquer ce que c'est. Le cycle urbain, avec une transmission par un moustique humain, un moustique inféodé à l'homme, et un cycle intermédiaire qui est un peu entre les deux. Et ces différents cycles de transmission entraînent la même maladie, mais des profils épidémiques très différents, dont des nombres de personnes infectées, leur distribution dans le temps qui est très, très, très différent. Dans le cycle forestier, en fait, l'homme est un accident. L'hôte, c'est un singe, et notamment ces singes qui vivent dans la canopée, c'est-à-dire dans le haut des arbres, de la forêt équatoriale humide. Et,
ces singes se transmettent leur virus. Et puis, de temps en temps, il se passe, je l'ai mis ici, en Amérique du Sud, la fièvre jaune est une maladie professionnelle qui affecte les forestiers parce qu'en fait, ils abattent les arbres. Du coup, ça fait tomber les moustiques qui sont au sommet de ces arbres et ces moustiques se mettent à piquer des gens qui, normalement, ne se travaillent pas au sommet des arbres, c'est-à-dire des hommes qui sont les forestiers. Et la transmission se fait généralement avec des virus, avec des vecteurs, hein, des moustiques qui ne sont pas des moustiques qui sont inféodés à l'homme, mais qui le rencontrent par hasard, par la brutalité du contact, on va dire. Et ce cycle salvatique ou forestier se traduit par des cas sporadiques. Je vous l'ai dit, vous avez un cas par-ci, un cas par-là. C'est forestier, par exemple. L'opposé, c'est le cycle urbain. Là, en fait, on est dans une situation où l'hôte principal devient l'homme et en fait le principal vecteur, eh bien, c'est la femelle. Vous savez que seules les femelles de moustiques piquent, elles en ont besoin pour la maturation de leurs œufs. Eh bien, on va avoir ici une transmission qui va se faire d'un moustique infecté à un humain infecté et vous allez avoir une dynamique de population qui va être liée aux périodes d'incubation chez le moustique, qu'on appelle extrinsèque, de 12 à 21 jours, et puis des périodes d'incubation de l'homme qui vont vous donner des chaînes de transmission homme-moustique qui vont vous donner une idée de cette transmission. Et en fait, là, c'est là où vous allez pouvoir faire quelque chose, hein, c'est que ces moustiques, en fait, vont se développer à l'endroit où il y a de l'eau stagnante. Alors, vous avez, il y a les pneus, bien sûr, mais j'ai trouvé aussi rigolo que les noix de coco cassées eh bien, puissent servir d'endroit de ponte pour ces moustiques. Donc vous voyez que là, il y a vraiment quelque chose à faire dans la gestion de l'eau et des mares d'eau dormante. Et bien sûr, le cycle urbain, par définition, va entraîner des épidémies, puisque là, on va avoir des populations qui vont être sensibles. Mais bien, le cycle intermédiaire, bien sûr, vous avez compris, c'est les deux. Et là, on va avoir, dans des cas, une population qui va avoir des taux d'immunité relativement importants à l'âge adulte, parce qu'en fait, on va avoir des contacts plus ou moins répétés, des cas sporadiques. Le virus va circuler, mais dans une population qui est toujours plus ou moins infectée, où il y a toujours plus ou moins quelques cas. Et là, c'est typiquement le cas de l'endémie qui, tout d'un coup, peut dégénérer vers le cycle urbain, vers l'épidémie. Alors, vous voyez déjà, pour la fièvre jaune, ça commence à se compliquer, parce qu'il y a le cycle homme-moustique, mais dans le cycle selvatique, en fait, il y a le singe qui héberge le virus, et puis aussi les moustiques. Donc là, on est dans une configuration qui est beaucoup moins favorable pour l'éradication, et pour l'instant, ça semble difficile dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, la fièvre jaune, très important par rapport à d'autres arboviroses, elle est principalement en Afrique, tout autour de l'Afrique équatoriale, et puis on la retrouve également maintenant en Amérique du Sud. Et vraisemblablement, cette fièvre jaune a été apportée par les voyages transatlantiques de l'Afrique vers l'Amérique du Sud. Et en fait, au XIXe siècle, il y a eu des fameuses épidémies, notamment celle de Philadelphie, qui ont monté jusqu'à New York et Boston. On va voir pourquoi c'est important, parce que vous avez maintenant d'autres arbovirus. Il y a depuis longtemps plus de fièvre jaune, bien sûr, dans ces villes, mais d'autres virus arrivent. Alors, j'ai dit, pour la fièvre jaune, il y a quand même un vaccin virus vivant, qui marche extrêmement bien. Hein, il y a certaines zones, donc celle que je vais vous montrer où la vaccination est obligatoire, et ceux qui l'oublient quelquefois payent cela de leur vie. C'est un vaccin vivant qui a une immunité qui dure extrêmement longtemps. Vous savez qu'on revaccine seulement tous les 10 ans. Mais malgré ce vaccin, eh bien, à cause de la réservoir animal, à cause du moustique, eh bien, l'éradication est impossible à ce jour. Une autre maladie qui est là en pleine expansion, qui est due à un virus, donc qui est due en fait à 4 virus différents, mais qui sont dans le même complexe, qu'on appelle les virus de la dengue, qui appartiennent à la même famille que la fièvre jaune, qui sont transmis également par des moustiques. Et là, c'est une maladie qui s'étend. C'est une maladie qui est en plein essor. On pense que et une partie des personnes qui sont infectées de la dengue. Alors, quand on a une dengue normale, en gros, on a une grippe sans symptômes respiratoires. On a de la fièvre, on n'est pas bien, on a des courbatures, mais finalement, on s'en sort. Mais dans quelques cas, notamment dans les cas de réinfection, on subit ce qu'on appelle une forme hémorragique. Et on estime qu'il y a environ dans le monde 1 000 millions de cas de dengue hémorragique qui
et qui cause un certain nombre d'hospitalisations, et malheureusement, avec une proportion qui, ici, de 2,5%, meurt. Et la mise en place d'un traitement symptomatique moderne peut réduire de moitié cette proportion, mais contre cette maladie, à ce jour, il n'y a pas de vaccin disponible. Et la grosse différence avec la fièvre jaune, eh bien, vous voyez ici, ce sont les zones en grise. Et elles ne se contentent pas d'être ici en Afrique et en Amérique du Sud, elles remontent vers l'Amérique centrale. Et puis ici, elle est présente dans le sous-continent indien et le sud-est asiatique, jusqu'en Indonésie, où cette année, enfin en 2004, oui, une épidémie a été très importante, notamment chez les enfants. Eh bien là, on a un cycle relativement simple, homme-moustique, mais la présence de moustiques. On pense que le virus de la dengue vient probablement d'un virus animal, probablement un virus de singe, qui, un peu comme on a vu pour la rougeole, s'est complètement humanisé et qui, lui, entretient son cycle simplement avec l'homme, sans retour à l'animal et sans départ de cycle selvatique. Alors, ces virus arthropodes, on se dit, ben, ça va parce que les moustiques, en fait, qui les transmettent, on les trouve dans les pays équatoriaux, ben, pas seulement. Ici, ce sont différents virus qui causent différentes maladies qui sont en fait tous liés, plus ou moins les uns aux autres. Et vous avez notamment ici en bleu le virus West Nile. Alors, le virus West Nile a été pour la première fois décrit en Ouganda en 1937, et c'est la couleur bleue. Vous voyez, ici, en gros, c'était sur cette partie-là de l'Afrique, et puis maintenant un peu autour du bassin méditerranéen, et puis ça commence à déborder. Et puis, ici, dans le sud-est asiatique, on a plutôt l'encéphalite japonaise avec un recouvrement, mais ça sont des virus relativement proches. Mais en 1999, tout d'un coup, et contre toute attente, alors le West Nile est un virus qui, en fait, est un virus d'oiseaux qui circule grâce à des arthropodes qui vont affecter d'autres oiseaux. Et de temps en temps, soit le cheval, soit l'homme est un hôte accidentel, c'est-à-dire qu'il va être piqué, mais c'est pas chez lui qu'il va être une épidémie. Là, on va avoir quelques cas. Et il ne va pas y avoir de transmission d'homme à homme, de cheval à cheval. Et il a été proposé d'utiliser le cheval comme sentinelle. Ceci dit, on a vu en France, c'est une étude de l'Institut national de veille sanitaire qui a montré bien, que quelquefois on peut avoir l'homme qui s'infecte avant le cheval, et donc le cheval n'est pas une très bonne sentinelle. Alors, aux États-Unis, il n'y avait pas de virus West Nile jusqu'en été 1999, où là il y a eu 62 cas. Ils sont arrivés ici, c'est en rouge. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, en vert, en bleu, vous voyez, la zone de répartition de ce virus West Nile, non seulement chez l'homme, vous voyez que le nombre de cas, excusez-moi, il y a des virgules que j'aurais dû enlever, 62 en 99, 21 en 2000, 66 en 2001, 4000 en 2002 et près de 10 000 en 2003. Vous voyez, là, on a vraiment l'installation de quelque chose et on s'est dit comment ça se fait. Parce que les oiseaux, on veut bien comprendre que ça migre du nord au sud, mais normalement, il n'y a pas de migration transatlantique. Alors au départ, il y a eu des suspicions d'intention d'avoir amené des moustiques infectés. Il n'est pas impossible que ce soit par des vecteurs, je dirais, inertes, dans lesquels, des pneus par exemple, dans lesquels les moustiques infectés auraient pu arriver, ou pourquoi pas des migrations transversales qu'on ne peut pas éliminer. Alors, dans les minutes qui restent, je vais vous parler maintenant rapidement des maladies infectieuses que j'appelle anadémiques. Anadémique, c'est quoi? Anadémique, c'est typiquement des maladies dans lesquelles il n'y a pas de transmission interhumaine, où vous avez une source, et si vous identifiez la source, en fait, si vous tarissez la source de l'infection, vous avez gagné. Typiquement, ce sont des maladies qui sont transmises par l'eau ou par les aliments. Premier exemple, eh bien, c'est le choléra. Le choléra, c'est une maladie qui ne sévissait pas en Europe et qui était plutôt cantonnée dans des régions comme la région indienne, par exemple. Et puis, en 1954, il y a un nombre important de cas de cette maladie. À l'époque, on ne savait pas très bien comment se transmettait cette maladie. Je vous rappelle que les travaux de Pasteur sont un peu postérieurs, hein, en tous les cas sur les maladies infectieuses. Et donc, en fait, le premier qui a pensé à regarder ce qui se passait à Londres, donc vous voyez la fameuse Oxford Street, hein, là où on fait les courses, beaucoup de magasins, rue commerçante, Regent Street, et puis c'est le Dr John Snow qui a eu l'idée de représenter sur une carte les cas humains. Et ces cas humains, en fait, il les a distribués par rapport aux puits d'alimentation qui sont en rouge. Il a constaté en fait que la majorité des cas étaient tous liés
à ce puits-là, qui en fait était le puits qui était contaminé. Et le fait d'avoir scellé ce puits a arrêté l'épidémie de choléra. Et généralement, dans le choléra, eh bien, le traitement des eaux suffit à éliminer l'épidémie, enfin l'anadémie, puisque là on n'a pas de transmission interhumaine. Et donc il est clair que l'assainissement de l'eau, par exemple, est une mesure d'hygiène collective qui a sans doute sauvé beaucoup d'hommes, ou qui sauve sans doute beaucoup d'hommes dans le monde. Et surtout, on le voit ici, dans les pays développés, où en fait les cas de choléra, qui sont les points, ne sont que des cas importés. En revanche, dans des régions où le choléra sévit de manière, je dirais, historique, comme l'Inde ici, on a des épidémies qui existent, ou des infections qui peuvent persister et qui sont bien sûr à chaque fois plus importantes qu'il y a des désastres climatiques, par exemple, qui font eh bien, que le niveau des eaux va entraîner des contaminations des eaux qui sont consommées. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder l'hépatite A. L'hépatite A est une maladie virale qui est un virus qui appartient à la même famille que le virus polio, mais à un genre différent. Et cette hépatite A, maintenant il y a un vaccin. Cette hépatite A est devenue, a disparu pratiquement des pays développés. Vous voyez, l'Europe, l'Amérique du Nord, il n'y a plus d'hépatite A, alors que le virus continue quand même à circuler dans la majeure partie des autres pays du monde. Et alors là, ça nous rend très vulnérables parce que, vous voyez, on est ici une sous-population d'humains, la partie blanche là, une sous-population d'humains qui sommes naïfs à l'hépatite A. Et là, autant l'hépatite A est ici endémique, on va avoir des cas de ci, de là, où il va y avoir le maintien d'une immunité de la population, mais vous mettez quelqu'un de naïf dans ces pays-là, et vous avez de temps en temps des épidémies, on va dire des foyers épidémiques dans des groupes de voyageurs. Alors, pour terminer dans les quelques minutes qui restent, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment un virus s'introduit. On va vraiment s'intéresser à la phase d'introduction du virus. J'y reviendrai sans doute la semaine prochaine, ceux qui seront là, sur la grippe aviaire, parce que c'est vraiment la phase d'introduction où on n'a plus de chance de faire quelque chose. Vous avez vu que pour des maladies éradicables, eh bien, on doit déployer de gros moyens. C'est une organisation internationale qui doit mettre tous ses moyens. C'est des milliards de personnes qui doivent être vaccinées. Et puis, il faut avoir des vaccins, et puis il faut que le virus n'ait pas de réservoir. Si on a un virus qui vient d'un réservoir animal, on ne peut pas avoir l'éradication. Et si on veut avoir une chance de se débarrasser de ce virus, de ne pas l'avoir dans la population humaine, eh bien, c'est d'essayer de repérer la phase d'introduction. Et c'est là, probablement, où on peut faire le plus. Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous expliquer pour le virus du SRAS. Alors, ici, c'est la répartition des cas en Chine. Ici, une carte de la province de Guangdong. La province de Guangdong, c'est la province de Canton. Cette province est divisée en municipalités, ici, avec différentes couleurs. Ici, vous avez les dates. 16 novembre, on pense que c'est le premier cas, date du 16 novembre. Et puis, vous avez ici décembre, 10 décembre, etc., janvier, février. Et ici, on est à peu près à la fin du mois de janvier. L'alerte globale a été lancée ici à peu près, avec les premiers, le début de la diffusion mondiale qui se situe à peu près ici, c'est-à-dire vers le 20 février. On va y revenir. Ici, vous voyez, tout d'un coup, on a notre phase de diffusion locale, la province de Guangdong, et ici, tous ces cas sporadiques au départ. Et en fait, des études épidémiologiques menées dans la province de Guangdong ont montré eh bien, qu'il y a eu au moins 6 introductions indépendantes de virus dans la population humaine. Mais que seulement 2 ont donné lieu à des transmissions interhumaines et donc à des chaînes épidémiques qui ont ensuite évolué. Donc pendant toute cette phase-là, eh bien, on savait qu'il y avait des cas, c'était la pneumonie atypique, or c'était des chlamydia, il y avait plusieurs hypothèses et ce n'était pas très important. En tout, 305 cas jusqu'au 10 février, vous voyez, dans cette province. Mais dans toutes ces municipalités, des introductions indépendantes de virus. C'est-à-dire que là, on a vraiment des
une émergence des facteurs qui prédisposent de passage de ce virus à l'homme, qui sont partout. Et ce n'est pas un hasard. C'est sans doute que là, il y a une pression assez forte du passage. Et puis, eh bien, les auteurs d'un papier qui est apparu, c'est une équipe chinoise qui s'appelle le Consortium pour l'épidémie moléculaire du SRAS, eh bien, a divisé cette phase en phase précoce, ce que j'appelle l'introduction, phase moyenne et phase tardive qui correspond à la phase de diffusion. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'était de regarder ce nouveau virus-là, on ne sait pas très bien d'où il vient. Alors ça, c'est deux arbres, en fait, généalogiques du virus sur des protéines qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, ça va être une discussion de spécialistes pendant longtemps pour savoir est-ce que le SRAS, c'est un groupe qui est à part, c'est un groupe 4 dans la famille, dans le genre des coronavirus, dans la famille des coronaviridés, ou est-ce que c'est en fait un sous-groupe à part du groupe 2. Je pense que ça, on va voir au cours du temps. Ça, c'était en vert l'arbre initial, et ça, c'est l'arbre qui maintenant est proposé par certains groupes. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on regarde les virus, et là, on a fait un arbre généalogique, mais on ne sait pas très bien dans quel sens il va. Donc on a fait un arbre, mais on ne l'a pas orienté. C'est-à-dire qu'on n'a pas le tronc avec les branches, on ne sait pas où est le début et où la fin. Ce qui est quand même rigolo, c'est que, eh bien, on voit sur cet arbre qu'on a deux groupes. Alors je vais essayer d'utiliser le pointeur. On a deux groupes. On a ce groupe-là, et puis de l'autre côté, on a ce groupe-là. Ce groupe-là, en fait, est constitué de virus, soit parmi les plus précoces, c'est-à-dire qu'en fait, les Chinois ont pu, ce consortium chinois a pu avoir les virus les plus précoces. Alors, ils ne sont pas remontés au premier cas, parce que là, il n'y avait pas eu de prélèvement qui avait été fait, mais ils ont été voir les virus les plus précoces, pour dire ces virus-là, à quoi ils ressemblent, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce virus devienne un virus qui a donné une transmission interhumaine, parce qu'au départ, il n'était sans doute pas bien préparé. De manière très intéressante, on va y revenir, en rouge là, ce sont des virus isolés de l'animal. Et tout ça sont les virus qui sont les plus précoces en date. Et puis les autres, on va voir sur la diapositive suivante d'où ils viennent. Vous avez ça, c'est une reconstruction qui a été faite très bien par les épidémiologistes américains du CDC d'Atlanta et qui ont reconstruit l'arrivée du docteur A qui avait soigné des malades de SRAS à l'hôtel Métropole, hôtel M de Hong Kong, du 21 au 23 février. Et cet homme avait, ce médecin, a résidé au 9e étage de l'hôtel. Au 9e étage de l'hôtel, un certain nombre d'autres personnes ont résidé. En tout, entre le 9e, le 11e et le 14e, 13 personnes ont été infectées par cet individu. Vous voyez que 2,2 pour le SRAS, c'est une moyenne, parce que lui, il en a fait 13, au moins. Et ces personnes-là, dont M. B, un homme d'affaires sino-américain, eh bien, est parti en voyage d'affaires au Vietnam, à Hanoï. Là, il tombe malade. Il arrive le 23, il tombe malade. Le 26, il est hospitalisé à l'hôpital français de Hanoï. Et là, il cause, ça c'était le 7 mars, 37 cas chez les médecins, infirmières et l'équipe de l'hôpital français de Hanoï. Et puis, on a ici 2 personnes qui vont au Canada. Et vous avez F et G qui va apporter le virus au Canada. Et là, on a une épidémie nosocomiale, une épidémie dans l'hôpital. Et c'était la maladie des blouses blanches qui est au Canada. Eh bien, et les cas qu'on a eus en France, on a eu 7 cas probables en France, et bien tous ces cas étaient liés à l'hôtel Métropole via l'hôpital français de Hanoï. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde, je vais revenir au précédent, lorsqu'on regarde cet arbre-là, eh bien tout ça c'était ceux qui étaient précoces, et tout cela sont les descendants du virus de l'hôtel Métropole. Donc on retrouve ici ce que les épidémiologistes ont décrit en regardant les cas, les malades, etc. On le retrouve dans la comparaison des virus. Et là, on s'est dit, les Chinois ont dit, eh bien, on va regarder, nous, ce qu'on va trouver comme variation du virus. Alors, ce qu'ils ont essayé de considérer, c'est, vous avez des mutations qui, c'est que le code génétique est dégénéré. Comme il est dégénéré, vous avez des mutations qu'on dit neutres ou synonymes, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'entraînent pas de modification dans la protéine codée.
Et le taux de mutation qu'on appelle neutre est constant et une valeur qui est à peu près comparable à celle qu'on trouve dans les virus ARN connus, un peu moins importante, c'est le tiers de celui qu'on trouve dans le VIH. Donc des mutations, une propension à faire des mutations qui est moyenne pour des virus ARN. Au contraire, les mutations qui sont non synonymes, c'est-à-dire des mutations qui vont avoir un impact sur la structure du virus, eh bien, elle est variable. Et il y en a 3 étapes. Vous avez au départ ces mutations qui sont très nombreuses. Dans la phase moyenne, la vitesse de mutation diminue. Et à la fin, on a une vitesse de mutation qui est pratiquement, je dirais, négative. C'est-à-dire qu'en fait, on a presque contre-sélection des mutations synonymes. Ça veut dire, et ça on le voit, on le verra aussi pour la grippe la semaine prochaine, eh bien, c'est qu'au départ de l'introduction d'un virus dans une population, qu'elle soit humaine ou animale d'ailleurs, qui n'est pas son hôte, eh bien on a une évolution à toute vitesse, on a une pression de sélection très importante sur les protéines. Et les protéines qui sont généralement soumises à ces pressions de sélection importantes, vous avez ici la représentation schématique du coronavirus du SRAS, et ce qui est le plus exposé au système immunitaire, le plus exposé aux premières étapes du cycle, ce sont ce qu'on appelle les spicules, ce sont les protéines externes du virus, cette couronne, cette fameuse couronne des coronavirus, qui en fait représente ici un segment du génome ici. Ici, ça représente le gène du coronavirus. Ici, avec le gène S qui code ces protéines, qui a subi le plus de modifications. Alors, ils se sont dit, maintenant, on va reconstruire. On va dire, il y a tant de mutations par semaine, par exemple, et on va dire, par rapport au tout premier virus, comment est-ce qu'on va essayer de reconstruire pour voir le premier virus qui est rentré chez l'homme, c'était quand? Et lorsqu'ils font cette reconstitution par l'horloge moléculaire, eh bien, ils trouvent que pour l'introduction chez l'homme est sans doute vers la mi-novembre 2002, avec un intervalle de confiance entre début juin et fin décembre. Mais c'est quand même remarquable de retrouver, par des études moléculaires, eh bien, ce qu'on retrouve par l'épidémiologie, tout ça confortant l'introduction à ce moment-là du coronavirus du SRAS. Alors, il a été introduit d'où? Alors, la première espèce qui a été incriminée, c'est la civette palmis de l'Himalaya, qui est une espèce de félidé qui, en fait, existe dans certaines régions du monde, notamment le sud de la Chine et le nord du Vietnam au moins. Et ça représente une étude qui a été publiée dans Science en septembre 2003 et qui reprend un certain nombre d'animaux, 25, pas beaucoup, mais dans lesquels, en fait, il y a eu 6 civettes, et les 6 civettes étaient positifs pour un coronavirus proche de celui du SRAS. Donc, immédiatement, on a dit, la civette est le réservoir du SRAS. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Et il n'est pas impossible que la civette, qui joue un rôle très important, sans doute, dans la genèse, le transfert de ce virus chez l'homme, eh bien, ne soit qu'une espèce intermédiaire. C'est l'objet d'études de plusieurs groupes dans le monde, et notamment d'une collaboration entre une équipe européenne et une équipe chinoise. Alors, les premiers résultats, ici, c'est les comparaisons. Tout ça en rouge, c'est des virus animaux. Ici, ce sont des virus humains, pratiquement tous, que vous voyez, Urbani et Tordeux, qui sont des descendants du virus de l'hôtel Métropole M. Et ici, en fait, vous avez différentes positions du génome. Il y a un peu moins de 30 000 signes dans le code génétique de ces virus. Et vous avez quelques mutations, vous voyez ici, qui sont numéro 21622, c'est des positions, et avec des lettres qui sont différentes. C'est le code génétique, c'est un alphabet de 4 lettres. Et en fait, on avait assez peu de variations. Quand vous comptez ici le nombre de différences, 43 à 57 sur 30 000, c'était très peu. Donc en fait, la première étude qui a été publiée n'était pas très... Ça, c'est le groupe animal, et ça, c'est le groupe humain. Et si on compte les différences, eh bien, entre cela et cela, il y a entre 43 et 57 nucléotides de différence. Sur 30 000, ce n'est pas beaucoup. Donc il y avait... Ça pêchait quand même dans la démonstration de l'origine par la civette. Alors, il est quand même clair que des indicateurs montrent que le virus n'était pas présent chez l'homme avant. Il n'y a pas d'anticorps anti-SRAS dans la population humaine avant le SRAS, on n'en a pas trouvé. En revanche, si on regarde dans des populations qui ont des contacts avec des animaux sauvages, par exemple chez les marchands des marchés des animaux vivants de Shenzhen, donc ça c'est au-dessus de Shenzhen, c'est au-dessous de Canton et puis un peu au-dessus
de Hong Kong, en gros. Eh bien, dans ce marché-là, en fait, si on regarde les marchands d'animaux sauvages, eh bien, 40% d'entre eux ont des anticorps. Ça veut dire qu'ils font pas, normalement, ils ne font pas la maladie, et normalement, il y a une infection, mais qu'elle est inapparente. Sur le même marché, ceux qui vendent des fruits, eux, sont que 5% à avoir des anticorps. Une promiscuité beaucoup moins grande avec ces animaux. Et si on prend des populations hautes, c'est-à-dire par exemple des gens hospitalisés parce qu'ils sont cassés une jambe, par exemple, à ce moment-là, eh bien, on a 0% de positif avant le SRAS. Donc, la question, c'est, si ce n'est pas la civette, c'est qui? C'est peut-être la civette, mais je crois qu'il ne faut pas oublier de continuer à travailler pour ce virus. Ce n'est pas parce que notre laboratoire fait partie de l'équipe des équipes qui sont impliquées dans le réservoir du SRAS, c'est que, alors vous savez, il y a eu au moins 3 contaminations de laboratoire. Il y en a 3 qui ont été décrites. Une à Taïwan, une à Singapour et la dernière à Pékin, avec là des morts et puis des virus qui s'est trimballé par train, par autocar, assez loin de Pékin. Et ça, c'est des contaminations de laboratoire, donc effectivement, il faut qu'on travaille sur la sécurité au laboratoire. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que fin 2003, on a eu 4 cas suspects de virus de SRAS, d'infection au virus de SRAS. Et notamment un qui était tombé malade le 12, qui a été hospitalisé le 20 décembre 2003 et qui a été prélevé le 22 décembre. Et celui-là, en fait, avait un virus qui, en comparaison des virus humains de l'épidémie de 2003 et des virus animaux connus, eh bien, était plus proche des virus d'animaux que de n'importe lequel des virus humains de 2003. Ce qui, probablement, est un indicateur que l'humain, celui-là, qui a été infecté de nouveau à partir de l'espèce soit intermédiaire, soit source du SRAS. Ça veut dire que, encore une fois, les conditions d'émergence sont toujours là et que rien n'a changé et que les conditions, je dirais, socio-culturelles qui font que, il y a des endroits où on mange de la civette, il y a des endroits où on l'élève pour aussi son muscle, c'est un peu comme le cochon, tout est bon. Hein, le muscle de civette est très cher, on met ça c'est la civettine, hein, on met ça dans les parfums. Et des civettes, quand on est à la campagne, on peut essayer de l'attraper. Quand on est dans une ville qui grossit, hein, l'urbanisation galopante en Chine, implique que, il y a des circuits qui s'organisent, des circuits d'élevage d'animaux sauvages, des circuits d'approvisionnement à partir d'animaux sauvages capturés, et tout ça converge vers des marchés dans lesquels on a des animaux d'origine différente. L'introduction dans des marchés d'animaux sensibles, non humains, qui vont côtoyer des animaux qui ont peut-être le virus et qui vont perpétuer, par renouvellement de cette population d'animaux, une dynamique de circulation virale qui va exposer l'homme. Alors pour terminer, nous allons sans doute avoir bientôt des nouvelles maladies qui vont naître, sans doute, ou qui vont s'étendre. On a vu West Nile qui tout d'un coup arrive sur un nouveau continent. Et certaines de ces maladies, notamment les maladies à vecteurs ou les maladies qui sont directement liées aux dynamiques de population d'animaux, seront sensibles au changement climatique. Et on va sans doute avoir on doit certainement être là très vigilant sur l'évolution de ces maladies en fonction de l'évolution du climat. Et puis, il y a aussi des phénomènes climatiques qui sont normaux, cycliques, qui vont avoir un impact sur les maladies infectieuses. Et là, c'est aussi une voie qui est explorée maintenant, c'est l'apport des données satellitaires pour essayer d'en haut, de combiner un peu tout ce qu'on sait des virus, des bactéries et des données pour essayer de faire de la prévision. Ici, c'est donc une diapositive que j'ai empruntée à Antoine Noguel du Centre national d'études spatiales avec qui nous travaillons, qui représente des données, et notamment ici, ce que vous voyez en rouge, c'est le phénomène El Niño. Donc vous savez, ces variations entre des périodes chaudes et puis des périodes froides, avec, quand c'est des périodes chaudes, un assèchement, un déficit en eau, et puis dans les périodes froides, au contraire, une augmentation de la pluviométrie. Et l'augmentation de la pluviométrie, elle va entraîner quoi? Elle va entraîner que dans ces régions qui sont en vert, notamment, et également jusqu'ici, on puisse avoir une pluviométrie qui va augmenter et qui va être parfait comme gîte de ponte pour les moustiques. Et
parallèlement à ces de cycles El Niño et El Niña, on a des cycles plus ou moins importants de virus ou de parasites transmis par des moustiques, la dengue et le paludisme, et puis également des virus qui vont liés à des catastrophes qui impliquent de l'eau souillée, qui est le choléra. Et puis il y a aussi, avec les données satellitaires, on sait que les bactéries Vibrio cholerae qui causent le choléra, en fait, une bactérie qu'on va trouver beaucoup dans certains types de zooplancton. Et la qualité et la quantité de zooplancton peut être observée par les satellites qui font des mesures océanographiques. Et c'est comme ça que les données qui sont enregistrées par ces satellites, alors différents types de satellites, comme cela a été présenté par le CNES, a pu prévenir que les conditions commençaient à être réunies pour une augmentation de l'incidence des bactéries dans l'eau, par augmentation du zooplancton, et donc une épidémie de choléra allait sans doute atteindre l'Inde. On a aussi des cas, je ne sais pas si j'ai mis, je me souviens plus, j'ai mis, non, j'ai pas mis. On a aussi des cas, où l'observation de cette région-là, en fait maritime en Afrique, va pouvoir expliquer des phénomènes pluviométriques qui vont en fait intéresser le Sénégal et le Burkina Faso. Et il a été déjà montré donc, par des gens du CNES qui travaillent avec des équipes sur place. Je vais vous montrer la coopération nationale et internationale. Et bien que les variations ici, au niveau océanique, à 2000 km, allaient se répercuter 2 mois après par une pluviométrie excessive. Pluviométrie excessive, ça veut dire quoi? Encore des moustiques qui vont pondre, encore des maladies comme la paludisme qui vont être transmises par ces moustiques. Et on peut faire quoi? Avant, on peut faire des campagnes d'éducation de la population pour leur dire videz vos pneus vides, mettez des grillages à vos réservoirs d'eau et voyez des choses très concrètes. On peut même faire de la démoustication. Donc là, des données qui sont là, qui sont pour d'autres choses, pour de la météo, pour d'autres observations, qui vont servir à prévenir des épidémies. Et donc il s'est créé un consortium qui s'appelle S2E entre le Centre national d'études spatiales, l'Institut Pasteur, l'École vétérinaire de Lyon et l'Institut national de la recherche agronomique, travaille aussi avec d'autres partenaires pour justement utiliser ces données et regarder comment on peut faire pour être encore meilleur dans la prévision, c'est-à-dire avant la surveillance. Voici les maladies. Fièvre de la veille du riz au Sénégal, dengue en Guyane. Vous voyez une liste de maladies infectieuses transmissibles pour lesquelles ce consortium travaille à la prévision par satellite. Et puis, pour terminer, je dirais, la semaine prochaine, pour ceux qui veulent, je leur parlerai de la grippe aviaire. Je vous remercie de votre attention.